Amanda yulo kweto imendi nakawe jena wagon namana kuze namana ye namana ogiye namana kuze namana ye namana ogiye Amanda yulo kweto imendi nakawe jena wagon namana kuze namana ye namana ogiye namana kuze namana ye namana ogiye namana kuze namana ye namana ogiye namana Amanda yulo kweto imendi nakawe jena wagon namana kuze namana ye namana ogiye namana kuze namana ye namana ogiye namana Amanda yulo kweto imendi nakawe jena wagon namana kuze namana ye namana ogiye namana kuze namana ye namana ogiye namana kuze namana ye namana ogiye namana Amanda yulo kweto imendi nakawe jena wagon namana kuze namana ye namana ogiye namana kuze namana ye namana ogiye namana Amanda yulo kweto imendi nakawe jena wagon namana kuze namana ye namana ogiye namana kuze namana ye namana ogiye namana Amanda yulo kweto imendi nakawe jena wagon namana kuze namana ye namana ogiye 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 namana Amis du Zapping 229, chers internautes, heureux de vous retrouver aujourd'hui, dimanche 8 septembre 2024, après donc un moment d'hibernation. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, une émission pour laquelle je reçois un invité spécial que je ne vais pas présenter. Chers internautes, sur ce plateau aujourd'hui, nous allons aborder un thème d'une importance capitale dans la compréhension de l'évolution démocratique et institutionnelle du Bénin. Il s'agit de l'analyse juridique de son système politique. Depuis l'indépendance, en 1960 et surtout après la conférence nationale de 1990, le Bénin s'est affirmé comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest avec l'adoption d'une constitution garantissant le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs ainsi que le respect des droits et des libertés fondamentaux. Cependant, le paysage politique béninois, bien que stable en apparence, n'échappe pas aux défis contemporains auxquels font face de nombreuses démocraties. Les réformes constitutionnelles successives, la place du pouvoir exécutif, l'indépendance de la justice, le rôle des partis politiques et les questions liées aux libertés publiques soulèvent des interrogations légitimes sur la solidité et l'efficacité de notre système politique. L'entretien de ce jour nous permettra donc d'explorer en profondeur les fondements juridiques de ce système,
d'analyser les réformes récentes et leur impact sur la démocratie béninoise, tout en posant les bases d'une réflexion critique sur les défis et opportunités qui se profilent à l'horizon. Il s'agira également, je n'ai pas de doute, de comprendre dans quelle mesure les institutions actuelles permettent de maintenir un équilibre entre le respect des normes constitutionnelles et la dynamique du pouvoir politique. À travers ce prisme juridique, nous pourrons dégager les pistes de réflexion pour une meilleure consolidation de l'état de droit. Et pour en parler aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir M. Louis-Philippe Oundénion. Je ne voudrais pas prétendre le présenter à vous, puisque tout le monde le connaît au Bénin, étant donné que M. Louis-Philippe Oundénion a été le DGPN, entendez par là le directeur général de la police nationale sous le régime donc du président Yahi Boni. Monsieur Louis-Philippe Oundénion, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Vital Pan, et merci de me faire l'honneur de partager avec mes compatriotes et tout le monde entier tout à l'heure mes analyses sur le sujet que vous venez d'annoncer aussi brillamment, l'analyse juridique du système politique du Bénin. Et notre analyse se focalise et va prendre en compte surtout la période de 2018 à nos jours. Alors, ça va prendre en compte la période de 2018 à nos jours. Est-ce à dire que, selon les périodes, il y a eu des systèmes politiques différents? Si je ne veux considérer que la période de 1990 à nos jours, est-ce que ça veut dire que depuis la conférence nationale, nous avons connu des systèmes politiques différents jusqu'à aujourd'hui? Le système politique du Bénin de 1990, depuis la conférence à 2018, a été marqué par une certaine stabilité, un bon fonctionnement des institutions, la séparation des pouvoirs. Et donc, toutes les institutions jouaient pleinement leur rôle et les droits étaient garantis parce que le juge avait la parole. Et moi, j'ai la chance de vous dire que, bien qu'étant policier à l'époque, j'ai un brillant policier parmi les plus brillants, j'ai pu écoper de quelques réprobations judiciaires, notamment la Cour constitutionnelle, et du côté aussi des parquets. Nous avons été souvent rappelés à l'ordre, surtout par rapport aux droits et libertés. Et cela mettait donc le policier que j'ai été entre le marteau et l'enclume. L'enclume, c'est les normes, et le marteau, donc c'était les juges. Aujourd'hui, vous pensez que ce n'est plus le même cas aujourd'hui, M. Oundénion? Ce système a beaucoup bougé, ce système a beaucoup changé, et vous allez constater que sur le plan politique, on va trouver l'explication de la situation que vit le Bénin aujourd'hui en matière de droits de l'homme, en matière de démocratie et en matière d'état des droits. Pourquoi? À partir de 2018, avec le vote de la loi 2018-32 du 3 septembre 2018, il y a eu un virage électoral. À partir de quoi? À partir d'un nouveau système qui a été mis en place par une technique que les juristes appellent la distorsion électorale. La distorsion électorale, c'est quoi? C'est cette technique juridique qui consiste à créer des critères dans la loi pour éviter que les votes exprimés donnent la représentation recherchée ou la représentation réelle issue des élections. Si je vais faire plus terre à terre, on appelle donc distorsion électorale
la différence entre les suffrages exprimés, les choix opérés par les électeurs et la représentation obtenue. Qu'est-ce qui a provoqué ça donc à partir de 2018? À partir de 2018, il a été introduit ce qu'on appelle le pourcentage de qualification. Le pourcentage de qualification où, pour valider les voix des votants, il faut nécessairement obtenir 10% sur toute l'étendue du territoire national. Ce qui n'est pas conforme à la volonté du constituant de 1990, qui déjà dans le préambule de la Constitution préconise pour que tout le monde soit représenté, le suffrage universel et surtout comme mode de désignation de nos représentants, la proportionnelle intégrale, la représentation proportionnelle intégrale. Donc, le fait d'avoir introduit un pourcentage de qualification a créé donc une distorsion. Pourquoi? Les votants dans une région vont se trouver démunis de députés parce que leur parti n'a pas obtenu le quota, le suffrage, le pourcentage de qualification dans sur toute l'étendue du territoire national. Ce qui a poussé donc notre démocratie complètement. Et donc, ce que je dis est tellement technique que je fais l'effort de ne pas rester, de ne pas utiliser des termes trop techniques, termes trop juridiques. Je fais un effort donc d'expliquer. Donc, nous sommes passés de la représentation proportionnelle à intégrale avec une représentation proportionnelle modifiée par le pourcentage de qualification. Et ce pourcentage de qualification, donc, a créé ce qu'on appelle la superposition des partis forts, c'est-à-dire UP et BR. Et donc, la disparition de la représentation nationale de tous les autres partis. Et donc, tout le peuple n'était plus représenté, sauf que nous avons constaté que cette superposition des grands partis a donc créé un problème de représentativité, un problème de légitimité et un problème d'autorité de nos représentants à l'Assemblée nationale. Est-ce que je me fais clair là, juste là? Bien sûr, monsieur. Je vous demanderai de m'aider à quelque chose. À quelque chose. Si vous voyez que je dis quelque chose qui n'est pas clair, je vais vous interrompre, je vais vous relancer. Bien sûr. Le but de ma manœuvre, c'est quoi? Le but de ma manœuvre, c'est que nous puissions relever un défi. Un défi que nous a lancé une dame très récemment dans un ouvrage qu'elle a publié, une béninoise que je respecte beaucoup, Madame Célestine Zanou, dans un ouvrage qu'elle a intitulé Conviction. Et l'ouvrage a été préfacé par Monsieur Roger Pouillon, qui a été à l'OUA, qui a été pratiquement adjoint, en tout cas, il a joué un grand rôle à l'OUA. Et il est connu au Bénin, on ne le présente pas. Donc, à partir de 2018, il y a eu donc cette distorsion électorale qui a donc créé la disparition de certains partis comme le PRD, que nous connaissons, de certains partis comme la RB, la FCBE. Donc, il y a une dislocation donc, du tissu électoral, du tissu compétitif électoral national que nous avions connu depuis lors jusqu'en 2000, aux élections de 2019. Et à quoi ça a abouti, M. Panou? Ça a abouti à un système que nous appelons, en termes techniques, légicentrisme législatif. Le légicentrisme législatif est cette doctrine qui dit que la loi est la norme supérieure de l'État et nie toute force à la Constitution. Donc, dans le système légicentrisme, l'ex, ça veut dire loi, centrum, centrisme. Donc, il y a la centralité de la loi qui va prévaloir maintenant sur la Constitution. Ce qui nous a amené donc aux événements malheureux de 2019, où j'ai vu pour la première fois
en tout cas, à part l'affaire Jobeware et dans les années 60-62 là-bas, depuis que moi pendant tout le temps que moi j'ai exercé comme policier, c'est pour la première fois que j'ai vu l'armée prendre l'initiative d'aller tirer sur la population. Ah, on reviendra sur ça certainement. On reviendra sur ça. Absolument. Donc, je ferai clair pour dire que ce système légicentrique dit quoi? Ce système de légicentrisme dit que c'est la loi qui décide de tout. Et qu'est-ce qui s'est passé au Bénin? Ce qui s'est passé, on a créé un vocabulaire au niveau de la CEDEAO. Moi, j'ai été ébahi d'entendre que les élections législatives de 2019 n'ont pas été inclusives. Il n'y a jamais d'élection inclusive. Le vocabulaire juridique est clair. Une élection, le mot élection, ça renvoie à la notion d'un seul choix, mais un choix libre. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais le choix qui a été imposé au peuple n'est plus un choix, c'est le contraire du choix. Lorsque le choix perd le qualificatif libre, il devient une imposition. Et cette imposition a abouti à quoi? Toujours dans le vocabulaire, j'ai entendu à une assemblée monocolore. On ne parle jamais d'assemblée monocolore. Nous pouvons parler d'assemblée moniste. Nous pouvons parler de monisme parlementaire. Nous pouvons parler de monisme législatif. Ça veut dire quoi? Dans le mot monisme, vous allez voir mono, qui veut dire un. Et quand on dit mono, on va vers monisme ou monolithisme, ça va vers l'oppression parce que c'est une voix unique qui domine les débats dans le pays. Une voix donc qui crée la domination et qui ne fait que la domination. C'est ça. Vous me suivez? Oui, j'espère que ça tient la route, ce que je dis. On vous suit, monsieur. L'autre aspect du légicentrisme, c'est que le légicentrisme est cette doctrine qui conduit au musellement du pouvoir judiciaire. Et quand je dis pouvoir judiciaire, je ne parle pas du pouvoir judiciaire ordinaire, je parle des juridictions, notamment la juridiction constitutionnelle et les juridictions administratives qui défendent. Et la juridiction constitutionnelle qui, elle défend et la constitutionnalité des lois et les droits de l'homme chez nous. Ensuite, et la Cour suprême qui a une chambre administrative qui défend la légalité et ordinaire. Les juges, dans ces instances-là, sont passés d'office dans le système de musellement technique. Et puisque oui, le système de légicentrisme, monsieur Panou, le système de légicentrisme législatif conduit toujours au musellement du juge parce que toute initiative est interdite au juge. Toute initiative est interdite au juge. Pourquoi? Parce que lorsque le juge commence par prendre des initiatives, le système du légicentrisme tombe tout naturellement. Regardez le Sénégal. Vous avez vu la Cour constitutionnelle du Sénégal, oui. Le Conseil constitutionnel du Sénégal, oui. Face à un Macky Sall qui est passé pratiquement dans des habitudes légicentristes, a été cassé tout juste par la décision de la Cour qui lui a refusé la prolongation de son mandat présidentiel et donc l'a rappelé à l'ordre et la Cour est descendue pour apprécier un certain nombre de degrés de test pour lui dire d'organiser dans le délai constitutionnel les élections et de rendre le pouvoir. Donc, dans le système de monisme et dans le système de légicentrisme, les gouvernants viendront vous dire chaque fois, c'est la loi. C'est la loi. On a arraché aux fonctionnaires, à tous les fonctionnaires, on leur a arraché leur garantie. Le chef de l'État dit, c'est la loi. On arrache les garanties aux travailleurs. Patrice Talon vient nous dire, c'est la loi. Patrice Talon met des fonctionnaires à la retraite d'office. Il est venu à la télé pour dire c'est la loi. La loi est sur le site du gouvernement. Donc, c'est toujours la loi. Et donc, ce système de la loi là, ce que les gens font à l'international, les Africains, je vais vous le dire aujourd'hui. Et ça, il faut que ce soit les impérialistes, que ce soit leurs
représentants que sont nos chefs de dirigeants. Moi, je ne vais pas utiliser des termes embêtants pour les appeler préfets de la France-Afrique comme certains le font. Je resterai toujours respectueux des autres, quitte à eux de faire cela. Mais est-ce que vous savez ce que nos dirigeants, en général, hein, je parle des impérialistes, de tous ceux, des néocolons, tous ceux-là qui nous dirigent, ils oublient quelque chose. Ils oublient la célèbre citation d'Aimé Césaire qui disait qu'on peut tuer en Indochine, on peut torturer à Madagascar, emprisonner en Afrique noire, sévir aux Antilles. Les colonisés savent désormais qu'ils ont un avantage sur les colonialistes. Ils savent que leurs maîtres mentent, donc que leurs maîtres sont faibles. Et donc, concrètement, qu'est-ce que je veux dire à travers ça? Ce qui ne va pas profiter aujourd'hui à tout régime et qui est dans cette logique, c'est que nous allons, vous et nous, travailler à ce que nous levions les points de voile, surtout dans le lexique juridique des populations. J'ai eu pitié d'entendre des professeurs de droit et d'éminents juristes parler d'assemblée monocolore. Ils ont trouvé ça dans quel dictionnaire? L'assemblée là, monocolore, c'est où? On parle d'assemblée moniste. On parle de monisme parlementaire. On parle de légicentrisme. Donc, ça. Bref, pour vous dire simplement que, comme l'écrit, comment je vais le dire, les gens, ce que les maisons se cachent, ce que les maisons se cachent, ce que les maisons se tuent à cacher, la rue, tôt ou tard, finit par le crier sur les toits. C'est ça. Et c'est Yasmina et Kadra, une dame comme ça qui a dit ça. Je ne me rappelle pas, c'est un écrivain, une femme quand même qui a dit ça. Et donc, aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils pensent que nous n'avons pas la possibilité d'analyser techniquement ce qu'ils sont en train de mettre en place. Et ce qu'ils sont en train de mettre en place va nous conduire à l'impasse. Donc, je vais finir l'analyse du système légicentriste rapidement, pour ne pas être trop long, pour vous dire que ce système de légicentrisme a existé bien avant dans de nombreux pays d'Europe. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, je sais que vous êtes un grand journaliste, vous connaissez un peu le dossier Maréchal Pétain en France. Le maréchal Pétain a tout fait pour avoir une assemblée aux ordres qui lui a donné même habilitation pratiquement de légiférer en ces lieux et places. Vous savez sur quoi ça a conduit tout naturellement? Ça a conduit au problème juif et surtout au problème juif, où les juifs ont été objets de discrimination raciale. Et, chose malheureuse là-bas, la justice étant muselée, le maréchal Pétain a obligé pratiquement tous les juges du Conseil d'État et tous les juges ordinaires, les préfets et consorts, à prêter un serment de fidélité au maréchal Pétain. Et je voudrais rappeler les études récentes de Jean-Paul Jean, qu'il a publié dans un numéro de 2002 et dans un numéro de 2013 de la revue Cahiers du droit, dans la revue Cahiers du droit. Et donc, qu'est-ce que Jean-Paul Jean a étudié? Il a dit que de cette pratique est né en milieu judiciaire ce qu'on appelle le syndrome du serment de fidélité prêté au maréchal Pétain. Ce qui fait que nos juges au Bénin ne peuvent pas passer outre. Ils n'ont pas certes prêté un serment de fidélité officiel à Patrice Talon et à son régime. Non. Mais leurs actes montrent clairement un certain nombre d'indices de fidélité majeure à Patrice Talon et à son régime. Donc, quand le système de légicentrisme est implémenté dans un pays, ce système fait voler en éclats toute la Constitution. Et vous allez voir que en 2019, il y a eu les élections législatives, il y a eu les tueries de Kadiaoum, il y a eu maintenant la révision constitutionnelle de 2019.
Je remercie ce citoyen-là au passage, le citoyen Sébastien Adjavon, et qui a saisi la Cour africaine des droits de l'homme. La Cour a dit que ni les élections législatives ne sont advenues, ni la loi d'amnistie votée pour protéger les tueries de Kadiaoum ne sont pas advenues, ni la révision constitutionnelle de 2019 n'est advenue. Et pourtant, on nous dit que c'est la loi. Ça veut dire qu'il y a un refus flagrant d'exécuter les décisions de justice. Et on est allé nous sortir pratiquement du protocole du protocole créant la Cour africaine des droits de l'homme. Or, notre Constitution, dans son préambule, a intégré la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples comme instrument juridique de protection des droits de l'homme et a précisé dans son préambule et dans un autre article de la même Constitution, il a été précisé que dans le préambule, le préambule a précisé que tous ces instruments internationaux sont intégrés à notre corpus juridique constitutionnel. Et donc, est-ce qu'il peut y avoir de droit sans tribunal? Certes, on est sorti le Bénin est sorti, le régime en place est sorti du protocole créant la Cour, mais en réalité, au niveau de la Constitution, les rédacteurs de la Constitution ont tout verrouillé. Ils ont tout verrouillé parce qu'ils ont dit clairement que la Constitution est la loi suprême de l'État. Et donc, il y a un tribunal qui apprécie une révision constitutionnelle, qui est un tribunal au-dessus de nos tribunaux ordinaires et qui a rang. Je crois que malheureusement, la liaison avec M. Hundéyon a quelques difficultés techniques. On espère qu'il va... Donc, oui, allez-y. C'est bon? On avait eu quelques difficultés à vous recevoir tout à l'heure, mais je crois que c'est entré dans l'ordre. Dans l'ordre. OK. Donc, c'est pour vous dire que le système qui est mis en place contient beaucoup de choses là, de lacunes. Et ces lacunes ne sont pas liées qu'au Bénin. Montesquieu nous disait qu'il faut que les lois s'éclairent de l'histoire et que l'histoire s'éclaire des lois. Les lois doivent s'éclairer de l'histoire et l'histoire doit s'éclairer des lois. Au procès de Nuremberg en 1945-46, qu'est-ce qui s'est passé? Les dirigeants nazis, on leur a posé la question, pourquoi vous avez agi ainsi? Ils ont dit, mais c'est la loi, conséquence du légicentrisme. Et c'est en réaction à la conséquence du légicentrisme qu'il y a eu d'abord le procès de Nuremberg et tout récemment, en notre temps, on a connu l'un des derniers procès, le procès de Maurice Papon à Paris. C'est vous dire que ce système n'a jamais fait le bonheur des gens et aboutit toujours à l'oppression, aboutit toujours à des dictatures que certains intellectuels africains commencent par toujours édulcorer pour dire oui, c'est des démocratures, c'est des démocratures. Et on nous définit les démocratures comme des systèmes constitutionnels, c'est-à-dire des régimes qui ont bénéficié de garanties constitutionnelles claires pour venir au pouvoir, mais qui tournent le dos aux garanties qui les amènent, qui les ont amenés au pouvoir. Donc, concrètement, c'est une stratégie mise en place pour mettre en berne notre Constitution. C'est une stratégie pour mettre en berne la Constitution et pour empêcher l'égalité des droits à l'éligibilité comme le droit de vote. Sinon, qu'est-ce qui explique dans le corpus constitutionnel de la révision de 2019, la révision rejetée par la Cour africaine des droits de l'homme, qu'est-ce qui explique dans le corpus de cette constitution-là qu'on ait créé un duo présidentiel? Qu'est-ce qui explique le principe du parrainage? Lorsque les pères fondateurs ont déjà dit dans la Constitution de 1990 que la participation des partis
est libre et que c'est les partis qui animent la vie politique. Quand les rédacteurs de la Constitution de 1990 ont déjà clairement dit que tout le monde peut être candidat aux élections présidentielles. Tout citoyen peut être candidat aux élections présidentielles. Qu'est-ce qui amène ça? C'est tout juste qu'on est parti de la technique de la distorsion électorale que j'ai déjà expliqué plus haut pour maintenant confisquer le pouvoir. Je vais vous relancer sur certains aspects de votre développement tout à l'heure. Vous avez dit que nous sommes passés de la proportionnelle intégrale à un pourcentage de qualification. Oui. Est-ce que l'objectif du législateur, ce n'était pas la réduction du nombre de partis, la pléthore de partis qu'on avait il y a quelques années, près de 250 partis politiques? Et bien évidemment, tout le monde décriait la chose, que ce n'était pas des partis politiques, mais que c'était des clubs électoraux juste pour participer à des élections par le jeu des alliances et tout ça là. Et puis au lendemain des élections, tous les partis sont en hibernation jusqu'à ce qu'il y ait encore de nouvelles élections pour que les partis reprennent d'activité, pas faire du bruit dans le pays, et que ce n'était pas une bonne chose. Et pour permettre également le financement des partis politiques, qu'il faille réduire le nombre de partis politiques. Et pour le faire, il faut un mécanisme qui permettra d'aboutir à cette réduction des partis politiques, d'où le pourcentage, d'où les 10% que vous appelez donc le pourcentage de qualification, M. Rounéan. Oui, je vous comprends entièrement et je ne souscris pas non plus à ce qu'il y ait une multiplicité de partis politiques que certains qualifient effectivement de clubs électoraux. Mais quel est l'avantage de la représentation proportionnelle intégrale? C'est que tout le pays est représenté à l'Assemblée. Et si on lève ce pourcentage de qualification, si on lève cette mesure aujourd'hui, les gens se sentiront beaucoup plus présents et se sentiront beaucoup plus représentés par les députés à l'Assemblée nationale. Regardez, moi j'entends des discours qui me font pitié. Certains qualifient même les députés des commissaires du régime. Il y a trop de qualificatifs. Moi, vous savez, tout ce qui est un peu péjoratif me dérange. Ça me dérange vraiment. Mais je vais vous dire, techniquement, on peut procéder autrement. Vous savez comment on peut procéder? Non, dites-nous. Pour qu'un parti soit financé, on peut exiger de lui un pourcentage d'éligibilité au financement public. C'est-à-dire, pourquoi ce pourcentage? Pas à travers le suffrage exprimé, mais à travers le nombre de suffrages obtenus, à travers le nombre de députés obtenus à l'Assemblée. Donc, ce parti garantit une certaine représentativité. On peut dire pour obtenir le financement politique et le financement public des partis, oui. On peut tout simplement dire que vous devez justifier de 15, 20 ou 30 députés et tout le pays est représenté. Mais la distorsion électorale de par l'institution du pourcentage de qualification crée la superposition des partis, des grands partis. Et vous savez, ce pourcentage a abouti tout naturellement à ce que nous appelons monisme, une assemblée monolithique, une assemblée qui n'a qu'une seule, qui ne parle que d'une seule voix. Yeah. Or, la contradiction, les débats constituent une vertu démocratique parce que les débats font partie des instruments de surveillance, des instruments de contrôle des élus et surtout du pouvoir exécutif. Rappelez-vous, ce qui se passe aujourd'hui, nous le savons tous. Hein. Moi, j'ai suivi attentivement le débat entre le candidat Léonel Sissou et le candidat Patrice Talon pour le deuxième tour des élections. Je vous prierai, si vous avez des moyens, de refaire diffuser ce débat-là. Parce que quand vous écoutez Patrice Talon, avec tout ce que fait son régime aujourd'hui et l'impasse
que nous vivons aujourd'hui, l'impasse politique que nous vivons et que nous allons vivre en 2026 surtout, s'il devait y avoir élection, c'est que l'impasse est grave, c'est suffisamment grave. Je vais vous faire une boutade. Les démocrates, ils ont 28 députés. Ils ont 28 députés. Les 28 députés, là, si un seul se décide à être candidat et que les démocrates ne trouvent aucun maire pour les accompagner, est-ce que les démocrates auront un candidat? Le parti des démocrates, ils auront un candidat? Je me fais plus simple, plus clair. À supposer que les démocrates décident d'envoyer aux élections Éric Ngoundété ou et monsieur, comment on l'appelle l'autre là, l'homme du Nord là, Achadé, Nouridine Achadé. À supposer que quelqu'un parmi les deux veuille aller aux élections présidentielles. Qui va parrainer qui? Il n'y a pas impasse. Il y a impasse. Et maintenant, c'est là qu'il faut voir déjà l'aggravation de la situation. L'aggravation de la situation, c'est quoi? C'est qu'on a maintenant dit qu'il faut un parrainage partisan. On a instauré une discipline de parti dans le parrainage. Ça ne fait pas rire. Ça ne fait pas rire. D'accord. Non, mais c'est sérieux. L'analyse, c'est sérieux. Hein? L'impasse est totale là. Au niveau à supposer que, je sais que BR doit avoir aussi 28. Le raisonnement que je mène pour les BR et pour le parti des démocrates est valable pour les BR. Et donc, mais ils ont la chance d'avoir des maires élus. Oui, ils ont la chance d'avoir des maires, mais à supposer que les maires ne reçoivent pas l'autorisation de parrainer. Parce que c'est quoi? Quand je vous parle de monisme parlementaire, je vais utiliser un terme plus simple. Nous sommes arrivés pratiquement à un système de partis uniques à deux branches. UP et BR appartiennent à la même personne, à la même obédience politique. Et donc, s'il était peut-être demandé au régime aujourd'hui de proclamer à nouveau les résultats des dernières élections législatives pour avoir manqué la révision constitutionnelle, la dernière révision constitutionnelle est déjà machinée, mais ils vont pas, les LD là n'auront même pas 10 députés. Ils vont s'assurer, le régime va s'assurer d'avoir la majorité qu'il lui faut pour réviser la Constitution autant de fois que cela lui passe par la tête. C'est ça le vrai problème que nous avons. Donc, quand un régime moniste s'installe, le régime moniste finit toujours par devenir un régime purement dictatorial. C'est pourquoi, en réaction au légicentrisme en Europe, puisque le légicentrisme là, ce n'est pas un truc nouveau, ce n'est pas une doctrine nouvelle, ce n'est pas une pratique nouvelle. Elle a eu cours dans toute l'Europe, comme en France, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est en réaction à ce légicentrisme et à ses conséquences totalitaristes que la doctrine du constitutionnalisme a été inventée et la Constitution a été désormais célébrée comme la norme suprême de l'État, comme la garantie des droits, comme la garantie de la participation politique et comme la garantie de l'idée de droit qui a fondé l'État. Puisque l'idée de droit qui a fondé l'État en 1990 chez nous, c'est l'idée d'une démocratie libérale, c'est l'idée d'une démocratie pluraliste. Monsieur, c'est vous qui posez les questions, vous êtes journaliste, moi je ne le suis pas. Mais je vais me poser une question et je vais essayer de répondre. Selon vous là, quelle est la plus-value, quelle est la valeur ajoutée ou quelle est la performance politique de l'État à travers la révision constitutionnelle de 2019 et à travers le vote du dernier code électoral?
Je vais vous répondre. En termes d'immunité, en termes d'humanité, on a les innovations telles que la vice-présidence. Vous l'avez abordé tout à l'heure. Vous vous demandez à quoi cela servait. Monsieur Houndéyan, l'idée du législateur, hein, c'est de couvrir le vide en cas de vacances, pour qu'il n'y ait pas de vacances du pouvoir, en cas par exemple d'incapacité ou de décès donc, du président en exercice. Des dispositions sont prises à ce niveau. C'est pour ça que le législateur a mis dedans le poste de vice-président. Et son rôle et ses compétences ont été clairement définies. Le poste de vice-président. Le poste de vice-président, comme le parrainage, je vous disais que c'est des instruments de confiscation de pouvoir. C'est les instruments de confiscation du pouvoir. La Constitution de 1990 avait prévu le mécanisme en cas de vacance de pouvoir. Et nous n'avons jamais d'ailleurs encore essayé ce mécanisme. On n'a jamais connu le cas d'ailleurs. On n'a jamais connu le cas, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas vivement. Mais à quoi ça sert d'aller chercher un mécanisme qu'on n'est même pas sûr d'utiliser? À quoi ça sert? C'est toujours pour éviter le pluralisme politique. Or, je vais me permettre, ce n'est pas de mes habitudes, je vais me permettre de vous lire on attend que notre invité revienne. Je crois que sa connexion a certainement lâché un coup, mais j'espère qu'il reviendra dans un instant. Évidemment, c'est les aléas, n'est-ce pas, du direct par liaison, satellite, Internet, etc. Mais on espère que notre invité sera encore ici dans un instant. Parce que moi, j'ai beaucoup de questions. J'ai encore beaucoup de questions à lui poser, surtout par rapport à l'actualité actuelle au pays. Donc, vivement que notre invité, M. Houndéyan, revienne dans cette émission. Je vous invite à ne pas vous déconnecter. Je crois que tout va se rétablir et que notre invité sera encore de retour sur ce plateau dans un instant. Moi, je vous dis merci donc d'être là. Merci. Merci d'être là. Je le disais tantôt, je crois que progressivement, nous allons reprendre le cours de cette émission. Et évidemment, nous allons reprendre le cours de nos émissions sur le Zapping 229, le Zapping Live. C'est sûr, vous êtes très nombreux à m'écrire, à me demander ce qui ne va pas, pourquoi est-ce que je suis de plus en plus silencieux. Je crois que notre invité essaie de se reconnecter. Nous allons le reprendre. Ouais. Oui, allô, monsieur Houndéyan. J'espère que les gens ne sont pas en train de nous déranger. Peut-être que vous commencez par gêner et qu'on essaie de perturber la connexion au niveau de votre localité. C'est possible, je ne sais pas. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais j'espère que ça va revenir avec une connexion. Je vous attends toujours de revenir dans cette émission. Pendant que vous essayez, je disais tantôt que pour autant que faire se peut, je vous dis que progressivement, nous allons reprendre donc toutes nos émissions comme d'habitude. Alors, monsieur Houndéyan, j'arrive à voir encore votre image, votre visage. Oui, vous entendez ma voix? Oui, je vous entends. Je vous entends. OK.
Alors, on parlait donc du poste de vice-président et vous étiez en train de vous essayer là-dessus. Je vous ai dit, et tantôt avant qu'on me coupe là, je vous ai lu une partie du préambule et combiné avec l'article 3 qui prohibait la confiscation du pouvoir. Et cette confiscation du pouvoir est aujourd'hui actée avec la révision constitutionnelle de 2019. Parce que ce qu'on évite, ce qui est évité aujourd'hui, de par le pourcentage de qualification électorale, de par le parrainage, de par l'institution du poste de vice-président et consort, c'est que le régime en place garantit et veut garantir la continuité de ses œuvres. Le régime travaille contre le principe de l'alternance démocratique. Et le principe du parrainage enlève aux citoyens, peut-être les plus qualifiés parmi nous, le parrainage là, nous enlève le droit d'être éligible. On empêche les citoyens les plus qualifiés, les plus lucides, les plus instruits, les plus capables, les administrateurs formés pour la gestion publique. Ceux-là sont écartés. Le système de parrainage existe ailleurs, comme en France aussi. On vous dira, on vous répondra. Oui, le système de parrainage qui existe en France n'a rien de discriminatoire. Il y a un jeu clair qui se joue en France, aux États-Unis. Même chose, même le type de parrainage sénégalais est meilleur. Si vous n'êtes pas membre d'un parti politique, si vous n'êtes pas ensemble avec le régime actuel, qui va vous parrainer? Vous avez beau être le plus lucide, le plus patriote, vous avez beau être même le génie des génies, vous serez purement et simplement éconduit. On va vous empêcher de participer au développement de votre pays. On vous empêche donc de participer au débat public. Mais le président actuel du Bénin n'est pas membre d'un parti politique, pourtant il a été parrainé. Il a été parrainé? Oui. Pour la présidentielle de 2021, il n'était pas dans un parti politique, mais il a eu le parrainage nécessaire. Il a eu le parrainage nécessaire. Et moi, je pense que, comme je vous le disais, c'est Marie-Elia qui disait dans son ouvrage « Rencontre avec la splendeur » que la vérité est comme la lumière du soleil. Le hibou la fuit, l'aigle la regarde. La vérité est là. Et vous voulez maintenant que je tourne autour du pot. Je vous ai dit tantôt que le propriétaire des deux branches du même parti politique, UPBR, le propriétaire, il est connu. Et comment créer sa propriété et ne pas en profiter? Monsieur Ngoundeyon, je veux préciser à nos amis internautes qui nous suivent, ils sont nombreux actuellement sur YouTube et puis sur la page Facebook, qui peuvent poser des questions. Si vous avez des questions à poser, des questions relatives, n'est-ce pas, à la thématique de ce jour, vous pouvez les laisser en commentaire, je vais les relayer donc à mon invité. Monsieur Ngoundeyon, tout à l'heure, vous disiez, je vous ai entendu dire très rapidement, s'il y a élection en 2026, est-ce que vous doutez encore de la survenance ou de la tenue de l'élection en 2026, puisque la loi fixe bien évidemment qu'il y a élection en 2026? Est-ce qu'on risque de connaître le cas qu'on a connu en 2021 avec une rallonge de 45 jours? Vous pensez qu'en 2026, quelque chose pas extraordinaire peut survenir et que les élections ne tiennent pas? Moi, je ne serai pas l'oiseau de mauvais augure en disant clairement que le système qui est mis en place là, je vous le reprécise, ce système de l'égocentrisme législatif là, ce système là, le système de l'égocentrisme aboutit toujours à des problèmes. Je ne veux pas renvoyer des gens à de grosses lectures aujourd'hui, mais les auteurs, les grands juristes sont unanimes. Il y a une dame qui est spécialiste de la question, du positivisme juridique. Elle a écrit un article. Comment moi j'aime. Ce que je dis n'est pas à la portée de tous les juristes. Et moi-même, c'est en lisant
que je suis tombé sur un article de Daniel Louchak intitulé Vichy ou mes aventures du positivisme juridique. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Elle a étudié le régime Pétain et les mésaventures auxquelles le régime a abouti en raison du légicentrisme. Le Troisième Reich en Allemagne, qui a amené qui a conduit au procès de Nuremberg, c'est le légicentrisme. Et les juristes en sont arrivés à se poser la question, mais ce légicentrisme-là, quel est son avantage? Ça n'a pas d'avantage majeur. Le légicentrisme n'a que d'inconvénients. Et la logique qui est souvent brandie par les légicentristes, c'est qu'on vous dit que c'est la loi. Mais les juristes ont démontré par A plus B, ils ont démontré dans de grands écrits, ils ont démontré que le légicentrisme pense que la loi est infaillible. Mais la loi est bel et bien faillible. Parce que le légicentrisme aboutit à des lois injustes, à des lois arbitraires, à des lois barbares. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Montesquieu qui le dit. Et je vais renvoyer tout au moins à deux grandes lectures. Louis Le Fur, qui a publié un long ouvrage sur les grands problèmes du droit. Jean du Pérou, qui a publié un article maintenant reprenant le titre de l'ouvrage de Louis Le Fur, Les grands problèmes du droit. Et Louis Le Fur est revenu dans un numéro des archives de la philosophie de droit et de sociologie juridique en 1934 pour dire clairement que la souveraineté, non, il a intitulé son article État et démocratie, voilà, démocratie et crise de l'État. La démocratie, si elle n'est pas assortie de garanties constitutionnelles, la démocratie, si elle ne s'approche pas à la Constitution et s'approche aux lois, dégringole et devient légicentriste. Et dans la même revue de 1934, il y a un autre auteur qu'on appelle Georges Guy Grand. Georges Guy Grand qui va démontrer que si la Constitution, s'il y a une Constitution qui ne garantit pas l'égalité, qui ne garantit pas la protection des droits, qui ne garantit pas la participation électorale, qui ne garantit pas la justice sociale, qui ne garantit pas les libertés publiques et l'exercice de la souveraineté à travers les élections, à travers la démocratie électorale, cette constitution n'est pas parfaite et n'en est pas du tout une. Ce que les gens font en Afrique, oui. Quand les gens nous enseignent le droit, il y a nombreux juristes, nous sommes de nombreux juristes et gaillés par la paresse tout de suite, nous apprenons ce qu'on nous dit. Mais nous n'arrivons pas à dépasser ce que nous sommes allés apprendre pour élever notre niveau d'analyse. Or, vous savez ce que j'ai fait comme exercice? J'ai fait un petit exercice. J'ai cherché à savoir, mais qui sont ceux qui ont rédigé la Constitution de 1990 et pourquoi ils ont mis si tant de balises. Et c'est plus tard que je me suis rendu compte que on a deux éminences grises, deux spécialistes du droit constitutionnel parmi la commission qui a rédigé la Constitution. Le professeur Maurice Aranzo Glele et le professeur Théodore Olo. Et je n'ai pas eu la chance, moi, de rencontrer le professeur Maurice Aranzo Glele pendant mon parcours universitaire. Mais j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Théodore Olo pendant mon cursus universitaire par 3 fois minimum, en 4e année et 2 fois au 3e cycle. Donc, connaissant l'intéressé, j'ai commencé par interroger le droit, mais pour dire, mais pourquoi ils ont mis si tant de garanties? Et je me suis rendu compte que le professeur Olo a travaillé pendant sa thèse sur le régime de fait du régime de fait de Mathieu Kérékou. Oui, c'est ça. Donc, il a dans son ouvrage abondamment relayé
les idées que je suis en train de développer. Bon, moi, c'est moi qui relais ces idées pour être plus poli envers lui. Donc, je pense qu'après ma sortie, si le professeur Olo, qui est encore très solide quand vous le voyez, pour qui moi j'ai beaucoup d'admiration et de respect, peut nous prêter un peu de son éminence en se prononçant sur la question du légicentrisme. Je pense qu'il est, la voix la plus autorisée que moi pour faire ces analyses-là. Ce pourquoi moi je participe à ces genre d'émission, c'est que je vous ai dit que Mme Zanou nous a lancé à nous, la jeunesse, des gens plus jeunes qu'elle, dans son livre Conviction, au pluriel, un défi majeur, le défi de nous structurer pour comprendre que le légicentrisme ne nous amène pas à bon port. Ça nous amène à la confiscation du pouvoir, et la confiscation du pouvoir est un refus des normes constitutionnelles. La Constitution est mise en berne par le légicentrisme. Oui. La Constitution du 11 décembre 1990 est mise en berne. Et vous avez vu, je ne vais pas oublier cette idée-là. Permettez-moi de vous dire que le certificat de conformité, le quitus fiscal, tout ce qui a été exigé des partis politiques et inventé par le doctrinaire de la révision constitutionnelle de 2019, je veux nommer Joseph Diogbenou, mais est-ce que tout ça là, c'est sorti d'où? C'est sorti de la peur de la compétition électorale, et donc c'est sorti également de l'ambition de confisquer unilatéralement le pouvoir. Et je suis sûr aujourd'hui, je ne suis pas dans le secret des dieux. Est-ce que le professeur Diogbenou, si cela lui était revenu de refaire ce qu'il a fait en 2019, il allait le refaire? Parce que je ne le vois pas encore en posture d'être candidat aux élections. Je ne le vois pas encore en posture de succéder à Patrice Talon. Je ne vois ni lui, ni Bouka Olivier, ni, comment on appelle, le ministre des Finances, là. Romuald Wadaï. Romuald Wadaï. Ni encore le maire de Cotonou. Qu'est-ce que vous fait dire ça, M. Rouléon? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Je ne les vois pas encore, je ne les vois pas encore candidats. Vous savez pourquoi je ne les vois pas candidats? Non, dites-nous. Quel est le critère de désignation des candidats? Mais les partis, c'est dans les partis qui vont faire la désignation. Et Joseph Diogbenou est président d'un parti politique. Le parti peut le désigner. Donc, vous voulez me dire qu'un même parti peut présenter deux candidats, c'est-à-dire deux duos présidentiels? Ben non. C'est ce que je suis en train de faire comprendre. Mais s'ils peuvent avoir, si le parti, bon, qu'est-ce que vous dites que si le parti désigne Joseph Diogbenou, il y aura un autre candidat pour le même parti, par exemple? Vous n'êtes pas peut-être au Bénin, mais moi là, je suis policier et je lis tout leur comportement, je les suis de près. Ah bon? Vous n'êtes pas étonné que je vous ai dit que j'ai pris le temps d'écouter tous les discours de Patrice Talon, tous les discours de Patrice Talon. Et la lecture que vous faites de ces discours, la synthèse, c'est que? La lecture que je fais de ces discours part d'abord de l'habillement de Patrice Talon et pour le plébiscite qu'il a organisé en 2021. Parce que ce n'est pas une élection. Je vous ai dit que la notion élémentaire d'élection, c'est une notion de choix. Il a organisé un plébiscite en 2021. Mais pour ce faire, regardez la tenue vestimentaire de M. Patrice Talon. Vous savez ce que c'est? Non, dites-nous. Bon, je vous dirai ce que c'est parce que moi, je suis militaire. C'est la coupe de la tenue de l'administration coloniale et des militaires coloniaux. Oui, je me rappelle bien de cette image, je me rappelle bien. Moi, je l'ai vu pour la première fois à Garito, dans la tenue. Je me suis dit, mais est-ce que les Béninois... C'est pas un procès d'intention, monsieur Rouléon, c'est fortuit. C'est fortuit. C'est fortuit. Et la tenue, la coupe est revenue sous plusieurs formes, dans plusieurs couleurs. Ah bon? En sémiologie, en linguistique et en symbolisme, les mots, les actes, les attitudes ont une interprétation. C'est ça. La tenue vestimentaire, ça a une explication. Et ça me renvoie au discours de tout nouvel élu et président de la République devant François Hollande, quand il disait qu'en 5 ans,
qu'il va faire le job. Il va faire le job. C'est quel job? Vous pensez qu'il est venu pour faire épanouir la démocratie? C'est une manière de vous dire qu'il veut faire le job dans le sens de la colonialité de l'État. Et qu'est-ce qu'on appelle la colonialité de l'État? Quand on parle de colonisation, il faut comprendre domination. Il faut comprendre impérium du général qui donne des instructions. Il faut comprendre encore violence. Et c'est ça qui explique la posture du gouvernement à s'opposer à toute opposition, à s'opposer même à l'exécution des décisions de justice en matière administrative. Je vais y revenir, hein, et ça, je vais vous montrer, j'ai des preuves. Je ne sais pas parler en l'air. Donc, oui. La colonialité de l'État est venue contredire ce que Pierre Rosanvallon a appelé le sac du citoyen dans un livre qu'il a publié en 1987 et dans la collection Histoire chez Folio. Le sac du citoyen, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que l'histoire de la représentation et politique. Et donc, l'histoire de la représentation politique, surtout focalisée sur le droit de vote des citoyens. Et Pierre Rosanvallon va dire dans un autre ouvrage que la légitimité démocratique, qu'il a intitulé la légitimité démocratique, il va dire que la légitimité des gouvernants vient surtout de l'acte électoral des citoyens, parce que les citoyens se reconnaissent à travers le président. Et il va aller plus loin dans un livre qu'il a intitulé La contre-démocratie, pour nous enseigner les méthodes pour créer le barrage à toute oppression, à toute dictature, à toute confiscation de pouvoir, à toute exclusion, et mettre le citoyen dans son droit. Et c'est à ça que vous participez, c'est à ça que nous participons. Parce que voilà, justement, c'est d'ailleurs sur ça que je tentais oui. de vous relancer, puisque nous sommes déjà dans ce légicentrisme législatif. Nous sommes oui. déjà dans ce système oui. aujourd'hui. Vous nous avez parlé, par exemple, de ce système qui a existé sous le régime de Vichy, hein, France, avec oui. Pétain. Oui. Aujourd'hui, M. Roudeillon, quelle est la porte de sortie pour le Bénin, pour ne pas dire pour les Béninois? Comment est-ce que les Béninois vont sortir, sur quelle manette, sur quel levier actionner pour sortir de ce légicentrisme aujourd'hui, là où nous en sommes? Ou bien, on est encore là jusqu'en 2026 et après 2026, on va chercher le palliatif. Quel est le palliatif aujourd'hui, M. Roudeillon? Le palliatif, c'est vous et moi. Le palliatif, c'est vous et moi. Le palliatif, c'est la jeunesse. Et je m'en vais demander à la jeunesse si elle est prête à sacrifier son avenir en se taisant, en ayant peur. Puisque spirituellement, c'est ce dont nous avons peur qui nous arrive. Job dans la Bible dit, mais c'est pourtant ce que je redoute qui m'arrive. Donc, le premier pas que la jeunesse doit franchir, c'est de cesser d'avoir peur pour dire non, le pays nous appartient à nous tous. Nous avons aussi l'ambition d'avoir un pays bien construit que le Sénégal. Nous avons le droit d'avoir un pays bien construit comme les Français. Nous voulons aussi avoir une belle démocratie dans notre pays. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Et chaque génération a une mission. Elle choisit de la trahir ou de l'accomplir, comme l'a dit François Fanon. Si nous d'assumer notre mission, nous allons verser dans ce que Albert Camus appelle du nihilisme. Et nous allons nier notre propre existence. Vous voulez qu'on nie notre propre existence? Alors que Rosanvallon, dans ses différents livres, nous a dit que la première âme de la jeunesse, c'est la veille citoyenne. C'est pourquoi je voudrais passer par ici pour remercier tous les TikTokers, tous les blogueurs qui ont le courage de critiquer, de parler, de hausser le ton. Ce que je vais souhaiter, c'est qu'on ne s'insulte pas. Moi, je n'accepte pas les insultes. Quand on m'insulte, je n'accepte pas. C'est pourquoi moi, je n'ai jamais insulté.
Monsieur Mouléon, vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile de parler, hein, à visage découvert. Je ne veux pas demander à ce que les gens aillent, n'est-ce pas, se cacher sous un nom d'emprunt comme l'a été célèbrement un certain frère Rouvi. On va revenir peut-être sur son cas si vous nous le permettez, puisque vous avez été DGPN. On va voir les conditions dans lesquelles l'arrestation, la supposée arrestation de ce éveilleur de conscience aura été faite, n'est-ce pas, sur une terre étrangère. Aujourd'hui, c'est pas facile de parler à visage découvert. La police, on a peur de se faire attraper. Tout à l'heure, vous m'aviez dit, si j'ai pris bonne note, parce qu'on dit la peur du gendarme est le début de la sagesse. Et que vous m'aviez dit que même vous avez eu des réprobations. Alors que vous étiez DGPN, vous aviez connu des réprobations et qu'apparemment aujourd'hui, il n'y a pas de réprobation dans la corporation des forces de l'ordre. Aujourd'hui, pour qu'un citoyen prenne la parole et dise ce qu'il pense, c'est avec beaucoup de crainte de se faire arrêter. Qu'est-ce qui a changé au moment où vous étiez DGPN et aujourd'hui où le Béninois a vraiment réellement peur? Parce que moi, je me rappelle sous Yahi Boni, on disait tout et tout ce qu'on pouvait dire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Moi, quand je sors, je vais même à des activités aussi aux États-Unis où je vis. Je suis doigté. Lorsque quelqu'un m'approche, on va lui demander de faire attention à ce monsieur parce que c'est pas bien d'être très proche de moi. Alors, comment en est-on arrivé là, monsieur Oundeyon? On en est arrivé à un recul des valeurs démocratiques très facilement. Un recul des valeurs démocratiques. D'abord, je voudrais vous dire au passage, si quelqu'un veut vous approcher, qu'il vous approche. Si quelqu'un ne veut pas vous approcher, ça fait son problème. Quand j'étais tout petit et quand j'étais encore en terminale, on nous a donné un sujet. Voici l'intitulé du sujet. Le mal qu'on dit de l'âme, est-ce que la charrue est pour la terre? Il la fend et la féconde. Les spiritualistes disent la même chose en disant que l'adversité est rédemptrice. La solution est dans la pratique de Dieu. Mettons-nous tous ensemble, engageons-nous dans la prière d'abord. Si je ne veux pas dire prière religieuse, hein, dans la prière scientifique. Parce que avec Dieu, on peut aboutir à tout. Rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est une parenthèse. Et que ce que les gens disent de vous là, ça nous regarde. Si vous êtes du côté de la vérité, restez du côté de la vérité, parce que la vérité fait partie des attributs de Dieu. Ce qui a changé donc, et on en est arrivé là, c'est l'orientation du régime. C'est pourquoi je vous ai dit en début d'émission, il faut que nous réécoutions le débat qui a eu lieu entre les deux candidats, puisque vous avez vu comment le père Patrice Talon disait, entre autres, hein, il disait, je ne pourrais pas le citer mot pour mot, il disait que seul le secteur de la justice continuait de résister. À résister. Oui. Il les en félicitait. Il est allé plus loin pour dire que lui ne veut pas que le pouvoir exécutif devienne ce machin surpuissant. Oui. C'est le terme utilisé, hein, ce machin surpuissant qui décide de tout, qui empêche le pouvoir judiciaire. Oui, dans le légicentrisme qui est implémenté, comment en arrive-t-on dans le système légicentriste à empêcher les juges et à leur interdire pratiquement toute initiative? Il y a deux méthodes. Soit le juge est tué, violenté s'il ne veut pas se mettre aux ordres, soit il s'aligne et profite des conditions de travail qu'on lui met. Et je disais tantôt que ce n'est pas un salaire de fonctionnaire qu'on paye aujourd'hui à nos juges. Je n'ai pas parlé des magistrats. Hein. Je ne parle pas des magistrats. Je parle des juges. Puisque quand vous prenez la Cour constitutionnelle et la Cour suprême,
surtout la chambre administrative, je ne connais pas trop comment ça fonctionne au niveau de la chambre judiciaire, il y a des professeurs d'université qui ne sont pas des magistrats de formation, qui officient à l'intérieur de la chambre administrative de la Cour suprême, par exemple. Et du côté de la Cour constitutionnelle, vous avez 2 professeurs d'université qui ne sont pas des magistrats. D'ailleurs, la Constitution n'a pas prévu qu'ils soient des magistrats. On les appelle des sages. Et qui dit sage veut dire audiere, l'autorité. Et l'autorité, quand on parle de sagesse, ça veut dire que les gens, le sage a une certaine hauteur, prend une certaine distance par rapport à toute proposition qui est faite par rapport à toute proposition attrayante. Robert Badinter disait que le juge, il disait du juge constitutionnel qu'il doit être un juge ingrat par rapport à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Et si le juge ne peut pas, le juge constitutionnel ne peut pas atteindre ce niveau de détachement, il y a un problème. Ce n'est pas que je critique la justice. Je suis en train de faire une analyse. Et ils n'ont pas le choix parce que c'est le système législatif qui est comme ça. C'est le système qui est comme ça. Et moi, je me suis amusé à voir un peu le salaire des magistrats et des juges. Je ne vais pas déblatérer ici. Mais j'ai pu avoir au moins un décret qui me confirme que le salaire du président de la Cour constitutionnelle, le salaire est à 8 millions. Et que les conseillers gagnent 6 millions. Ça, c'est des salaires de fonctionnaires. On a toujours fait pratiquement à chaque régime, on a fait le procès, à chaque régime d'avoir à sa sorte les juges de la Cour. Hein? Oui, mais non. Et les juges de la Cour constitutionnelle, non, moi, non, nous n'allons pas jeter de l'opprobre sur la mémoire de certaines grandes valeurs qui ont gouverné la Cour. Regardez, je vais vous donner un exemple. Ça devrait être au temps de Mme Elisabeth Bouillon. Le président Soglo a nommé comme président de la Cour suprême monsieur comment on l'appelle, Yves Diakoussi. Yves Diakoussi, en remplaçant de monsieur Frédéric Gouleton, qui totalisait 3 ans et à la tête de la Cour. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, la Constitution a été déjà promulguée, votée, promulguée. Qu'est-ce que je dis? La Constitution a été déjà est passée au référendum populaire et a été promulguée. Vous savez, la décision, ça doit être une décision de 94, si je me trompe. Dans cette décision de 94, quelque chose, je ne me rappelle plus exactement la décision. Le juge de la Cour constitutionnelle, saisi par Maître Kato Atita et un collège d'avocats, le juge a dit que la norme constitutionnelle ayant valeur, étant supérieure à la valeur de la loi, l'ordonnance 21 PR portant organisation fonctionnement de la Cour suprême n'a plus raison d'être parce que dans la Constitution, le nouveau délai, c'est 5 ans. Que M. Diakoussi n'ait pas pris fonction, ça n'a été que le juge constitutionnel. Quand vous quittez là, sur beaucoup de dossiers, quand les juges constitutionnels tranchent et que vous êtes même concerné, vous vous amendez si c'est vous-même qui, quand même vous êtes condamné, le raisonnement tient la route. Le raisonnement tient la route. C'est ça. Et donc, le juge constitutionnel s'est évertué à protéger tout le temps le principe d'égalité. Et même le juge administratif. Je ne me rappelle pas exactement la jurisprudence. Je savais qu'on allait parler, j'allais jeter un coup d'œil. Je ne sais plus de quelle année c'est. Il y a une jurisprudence de la Cour suprême qui a invalidé des désignations dans le cadre d'une commission électorale parce que le projet de décret n'a pas été soumis préalablement à la Cour suprême qui devrait contrôler la qualité du projet. Donc, le jeu démocratique s'est joué correctement jusque-là. Et vous avez vu les dernières décisions du professeur Olo, président de la Cour constitutionnelle.
face au régime Talon. Mais à un moment donné, on sentait que le régime peinait et était impatient même de voir la fin du mandat du professeur Olo, qui s'en est allé en toute tranquillité. Et on a vu le professeur Diogbenou venir à la tête de la Cour et nous avons vu on a vu le quitus fiscal, certificat de conformité. Il y a pas, c'est pas critiquable. Non, je pense que il faut qu'on se prenne au sérieux. Concernant le frère Ronvi, je ne sais pas si vous avez donné sa situation. On va revenir sur le frère Ronvi pour terminer notre émission. C'est avec le frère Ronvi que nous allons donc finir cette émission. Je m'en vais vous demander le rôle de la société civile. Parce que moi, je me souviens bien, sous le régime donc, du président Yahya Boni, on a connu une société civile très, très, très active. Aujourd'hui, elle est si silencieuse au point où certains la qualifient de société civile, c'est-à-dire comme adjectif. Donc, qu'est-ce qui... Pardon? Nous n'allons pas brocader nos compatriotes. Nous n'allons pas brocader nos compatriotes. Et c'est le lieu pour moi de remercier tous les acteurs de la société civile pour ce qu'ils continuent de faire. Parce que moi, j'ai vu des gens prendre la parole. Je les ai vus agir, malgré tout. Même au niveau de la Commission des droits de l'homme, je ne suis pas un ami particulier, on ne se connaît même pas, du président de la Commission. Mais malgré tout, il y a quand même un travail qui se fait. Dans nos juridictions judiciaires, je ne veux pas parler de la criette, on en parlera avec l'affaire Rouvi. Dans nos juridictions judiciaires, il y a quand même un effort des magistrats de résister sérieusement à certaines pratiques, à certains désirs. Il y en a ceux qui on a tapé, qui sont revenus, qu'on a malmenés, tout ça là. Bon, il y a au moins qui a exercé son objection de conscience, il a quitté le pays. Ça veut dire que tout n'est pas gâté. Ça veut dire qu'il y a espoir. Ce qui manque, c'est au niveau de la jeunesse que les gens doivent reprendre en main leur culture juridique et politique. Les gens doivent reprendre en main leur devoir de participer à la rédaction de l'histoire. Je vous ai parlé de Madame Pouillon comme présidente de la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas qu'elle. Il y a mon professeur là, Madame Concepcia Ouessou. Concepcia Ouessou. Il y a eu Maître Robert Dossou. Il y a eu le professeur Théodore Olo. Je ne sais pas si j'en ai oublié, hein, mais voilà des juristes qui ont la tête sur les épaules. Et je ne peux que saluer la mémoire des deux premières femmes, Madame Pouillon et Madame Concepcia, qui ne vivent plus parmi nous. Je salue leur mémoire. Mais pendant que le professeur Olo et Maître Robert Dossou sont encore là, je pense qu'il faut saluer leur œuvre. Parce que nous là, policiers, au moins on avait peur de la Cour constitutionnelle. On avait peur de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On avait peur de la Cour suprême. Moi, directeur général de la police, quand on m'envoie un dossier d'instruction concernant une reconstruction de carrière, je n'ai jamais su comment mentir au juge sur la vérité. À des moments donnés, je me suis déplacé vers les juges pour dire, mais ce dossier, voici ce qui s'est passé dedans. Est-ce que vous me permettez donnez-moi le conseil de rédiger pour ne pas choquer mes aînés et pour ne pas vous choquer vous aussi. Parce que voici la vérité. Nous étions obligés, parce que le juge, c'est quoi? Le juge est la parole vivante du droit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Hérode. Le juge est la parole vivante du droit. Il en est l'instrument. Il est le serviteur du droit. À ce seul titre qu'il ait la maîtrise de sa jurisprudence et œuvre à ce que sa jurisprudence soit respectée. Et Daniel Lochac l'a dit autrement. Daniel Lochac dit, dans un ouvrage qu'elle a publié dans la collection européenne, il me semble, sur les droits de l'homme, elle a dit que le juge est la véritable garantie du droit. Mais à une seule condition, que le juge soit libre de prendre cette décision et que cette
décisions soient vraiment respectées et exécutées. Et donc, si nous ne pouvons plus compter sur les juges totalement, nous devons compter sur l'action civile, sur notre engagement, en nous structurant autrement au sein de la société civile, en montant au créneau, parce que les régimes législatristes sont des régimes pour bourgeois. Et les bourgeois n'aiment pas les critiques. Si vous lisez, et je ne sais pas si les jeunes sont tombés sur qu'est-ce que la littérature de Jean-Paul Sartre. Pourquoi écrit-on? On écrit pour défendre l'universalité du droit. Et donc, nous devons... On vient à votre école, M. Houndeyon, pour la lecture. J'en apprends beaucoup aujourd'hui avec vous. Non, vous savez, j'essaie de... Je fais un forcing sur moi pour ne pas rentrer dans un style totalement universitaire. Mais je suis obligé d'en arriver à citer quelqu'un comme Jean-Paul Sartre pour vous dire que la seule chose qui puisse amener l'engagement de la jeunesse, c'est la lecture. Et la seule chose qui inquiète le bourgeois, c'est les écrits, c'est les dénonciations, c'est la structuration de la société civile, c'est l'engagement collectif pour que nous puissions exercer une pression sur le régime en place, pour que le régime puisse reculer. Pourquoi? Vous savez pourquoi? L'émission que je suis en train de faire là, je sais que ça va donner de coliques à beaucoup de gens. Parce que arriver à analyser avec si tant de précision ce qui s'est fait de 2019 jusqu'à présent, ça gêne. Puisque, comme l'a dit Jean-Paul Sartre, qu'est-ce que la littérature? Il dit que la littérature est l'éclairage des peuples. C'est ce qu'il explique. Et il a expliqué qu'au siècle des Lumières, c'est parce que les écrivains se sont levés massivement pour critiquer la bourgeoisie, pour mettre fin à la bourgeoisie. Et c'est ça qui a conduit à la révolution de 1789. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est ça qui a mis fin à l'arbitraire, c'est des Lumières. Ce qu'on appelait Lumière, c'est le savoir, c'est les écrits, c'est les prises de position contre l'arbitraire royal qui a conduit à la mise en place d'une république en France. La même chose, ça passait un peu avant aux États-Unis, en Angleterre. C'est les peuples qui se taisent, qui ont peur, qui sont peut-être admiratifs de leurs gouvernants, dont la gouvernance est une gouvernance d'oppression. Ces peuples-là ont tort. Et il ne faudrait pas que les Béninois développent ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est ce syndrome qui amène des gens qui sont torturés à admirer leurs ravisseurs, leurs tortionnaires et consorts. C'est ça. Et il ne faudrait pas que non plus, nous autres là, nous les intellectuels, les juristes, je parle surtout aux juristes, et en particulier aux juristes de droit public, il ne faudrait pas que nous développions ce qu'on a appelé, avec Hitler, le syndrome de la pusillanimité et la peur. C'est ça. Il ne faudrait pas qu'on développe ça. C'est ça. Monsieur Houndeyon, merci beaucoup pour tout ce qu'on a appris de vous. Avant qu'on ait des difficultés techniques, peut-être à tout moment, compte tenu de ce qui se dit sur ce plateau, je vais vous demander de réagir sur le dossier Rounvi, peut-être parce que je ne sais pas, je n'ai pas envie de vous perdre brusquement avec des difficultés techniques pour ne pas aborder ce sujet, parce que en commentaire, beaucoup m'ont demandé de vous faire réagir sur cette affaire de kidnapping, d'interpellation, je ne sais pas comment il faut l'appeler, d'un citoyen béninois sur le territoire togolais en la personne de Steve Amoussou, que certains ont appelé Rounvi. On le saura peut-être à partir du 7 prochain. Monsieur Houndeyon, quelle est votre analyse, quelle est votre observation, quelle est votre vision en tant que policier, ancien directeur, ex-directeur général de la police nationale, lorsque vous avez vu tout le scénario autour de cette affaire,
Moi, je vais vous demander de nous dire honnêtement et franchement le sentiment qui vous a animé. Tout ce qui, quand vous me dites honnêtement, ça me gêne un peu. Vous savez ce qui fait mon problème au sein de la police et partout où je suis passé? J'ai mes défauts, hein, je connais mes défauts. Mais je suis rigoureux par rapport à ce qui est vrai. Et je ne plie pas quand ce qui est vrai est dénaturé. Donc, je vais vous répondre honnêtement. Mais avant de vous répondre, je vais ici, si vous me permettez, je vais de cette tribune-là remercier d'abord ceux qui ont donné la lettre que M. Steve Amoussou a été kidnappé. Et je vais saluer tous ceux qui ont levé le bouclier et continuent de lever le bouclier dans ce dossier. Et je vais remercier aussi M. Steve Amoussou d'avoir crié très tôt au secours, ne laissez pas la dame là partir à Lomé. Il s'est sauvé la vie et il est le symbole de l'engagement qu'il faut face à un régime qui ne veut pas suivre les normes constitutionnelles. Donc, cela étant, au plan technique, en tant que policier, même si on m'a jeté à la retraite d'office, ça ne me regarde pas, ce n'est plus mon problème. On n'a pas pu jeter de ma tête mon savoir. Je vais répondre techniquement avant de donner quelques conseils à ceux qui sont encore en fonction. Nous, dans le dossier Frère sous Steve Amoussou, parce que je n'ai aucune certitude que c'est lui qui s'appelle Frère Rouvi. Si en temps je l'appelais Frère Rouvi, comprenez que c'est peut-être un lapsus linguistique. Pour qu'une procédure judiciaire soit valable, il faut un certain nombre de conditions. Mais à l'étape de l'enquête de police, en dehors des cas de clameurs publiques ou d'appel au secours, de réclamation venant d'une maison partant de nuit, permettant à tout citoyen d'intervenir lorsqu'il s'agit d'une opération aussi sérieuse. Il y a deux situations techniques qu'il faut distinguer dans ce qui s'est passé par rapport à Steve Amoussou. Il y a d'abord le droit de mainmise. C'est-à-dire, s'il s'agit d'un objet, on va parler de droit de préhension. Quand les policiers disent, vous allez aller vous prendre, non, ils doivent savoir que c'est la même mise. Pour exercer la même mise dans une procédure sur un individu, il faut avoir la qualité de fonctionnaire de police ou, à tout le moins, d'un agent de la force publique et bénéficiant d'une réquisition d'un OPJ ou d'une autorité judiciaire habilitée comme le procureur de la République ou du juge d'instruction. La seconde opération qu'on entend sous le terme d'arrestation, je me fais clair? Oui, je vous suis parfaitement. Oui. La seconde opération qui doit transparaître dans le procès verbal et qui est l'arrestation proprement dite, c'est la notification de l'arrestation. Et cette notification, pour la faire, il faut être non seulement fonctionnaire de police, mais il faut être nécessairement officier de police judiciaire. Je me fais clair, j'étais tout puissant commissaire de police, commandant les raids. Comme je n'avais pas l'habilitation, commissaire de police, mais comme je commandais les raids et que je n'exerçais pas la police judiciaire, je n'avais pas l'initiative d'aller faire des arrestations. Et ça m'a même mis en porte-à-faux avec beaucoup de procureurs qui ont estimé que je faisais beaucoup de frasques. Et donc, aujourd'hui, il faut comprendre que si on doit monter la procédure, c'est-à-dire le papier qui doit accompagner Steve Amoussou et à la criette, le premier procès verbal s'intitule donc saisine, transport, arrestation. Saisine pourquoi? La saisine va mentionner les actes qui autorisent la police à se transporter. Est-ce qu'il s'agit d'un mandat de justice? Est-ce que c'est un mandat d'amener? Est-ce que c'est un mandat de comparution? Est-ce que c'est un mandat
mandat de dépôt, est-ce que c'est un mandat d'arrêt? Si ce n'est pas un mandat de justice, il doit s'agir d'une réquisition du procureur de la République. Et ce n'est pas le cas, il doit s'agir sur initiative de la police. Mais pour ce faire, on rend compte d'abord au procureur de la République de l'intention d'aller arrêter telle personne en territoire étranger. Et le service qui a compétence d'attribution au sein de la police va préparer, va écrire au service Interpol qui assure la liaison entre le Bureau central national Interpol du Bénin et le Bureau central national Interpol de Lomé. Donc, il y a une note verbale, pratiquement, c'est une note verbale, mais que nous appelons en termes terre à terre la demande de coopération policière dans le cadre de l'arrestation de tels citoyens, donc de Steve Amoussou, dans le cas présent. Et donc, c'est à partir de là que l'officier de liaison Interpol du Bénin va faire diffuser maintenant le bulletin rouge qui montre que telle personne doit faire l'objet d'une arrestation. Le bulletin rouge d'Interpol. Donc, les policiers doivent donc recevoir ordre de mission, quitter le Bénin en groupe, et c'est ça le transport. Ils vont se transporter à Lomé et rester tranquilles. Ils n'ont pas exercé la même mise à Lomé. Ce n'est pas qu'ils exercent la même mise, encore moins l'arrestation. C'est l'officier de police judiciaire du Togo qui rédige le PV d'arrestation, qu'ils vont maintenant intégrer à leur PV de saisine, transport, arrestation. L'arrestation même se fait par l'officier togolais. Et c'est au retour à Ilakondi, du côté de Sanvé Kondi, que les policiers togolais vont remettre maintenant Steve Amoussou aux policiers du Bénin pour en dresser procès verbal. Et ce procès verbal s'appelle procès verbal de remise de délinquants de police à police ou de suspects de police à police, mais nous appelons ça remise de délinquants de police à police dans le cadre de la coopération policière. Et il y a les instruments qui organisent ça. Nous n'allons pas faire trop du juridisme pour embrouiller les gens. Donc, c'est arrivé maintenant à Sanvé Kondi, c'est-à-dire de l'autre côté de Ilakondi, hein, oui, oui, que la police béninoise maintenant prend en main Steve Amoussou et conduit Steve Amoussou maintenant vers le service qui a compétence d'attribution. Et je reprécise que dans la délégation qui va quitter Cotonou, il doit avoir nécessairement l'officier de liaison Interpol du Bénin et l'officier du service de la compétence d'attribution concernée. Est-ce que vous voyez? Oui. Si c'est une affaire de la brigade économique et financière, donc il doit avoir un officier. Il faut 2 officiers de police judiciaire pour aller vers les collègues togolais. Quand, dans la procédure, la pièce de saisine, transport, arrestation n'a pas existé, quand dans la procédure, le PV, le PV de saisine, transport, arrestation n'a pas existé, le PV de remise de délinquants de police à police n'a pas existé, et qu'un commissaire de police ait accepté garder Steve Amoussou, il y a problème. Il y a quel problème? C'est ce que Charles Parra, Jean Montreuil, dans leur traité de procédure pénale policière, appellent les causes de nullité de l'arrestation. Les causes de nullité de l'arrestation. De l'arrestation. L'arrestation étant la première pièce de la procédure, si elle n'existe pas, on ne peut pas dire que l'arrestation a été régulière. Et Louis Lambert, dans son formulaire des OPJ, a insisté longtemps sur le fait que dans les écoles même de police, ce PV étant tellement sensible, c'est lui qu'il faut enseigner en dernier ressort, au cours de la formation des commissaires de police et des officiers, des inspecteurs de police qu'on était à l'époque. Et un autre auteur qu'on appelle Charles Patramon va dire que les procureurs de la République ne reçoivent pas déferment quand la procédure est apparemment viciée.
Donc, quand c'est vicié, c'est-à-dire quand ça peut encourir nullité, aucun procureur ne peut prendre la responsabilité parce qu'il serait justiciable d'arrestation arbitraire. C'est ça. Et je sais que le juge constitutionnel béninois, jusqu'à une date récente, a été tellement rigoureux sur ces aspects quand on était obligé de se reconnaître. Et le juge constitutionnel béninois s'est dressé depuis longtemps comme le chien de garde des libertés à travers la déclaration de contrariété à la Constitution. Et quand le juge du Bénin dit qu'un acte est contraire à la Constitution, je vais vous rappeler qu'à l'article 3, de la Constitution, il est dit toute loi, tout texte réglementaire, tout acte administratif contraire à cette disposition est nul et non avenu. Quand le législateur ou le juge utilise le terme nul et non avenu, on dit qu'il a employé la nullité radicale du droit public. Les privatistes parleront de l'unité absolue. Les administrativistes vont vous parler de l'inexistence juridique. Quand on dit nul et non avenu, nul et de nul effet. De nul effet. Nul et de nul effet, c'est des termes graves. C'est de la nullité totale, absolue. Maintenant, je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir si ça n'a pas été fait comme ça et dans quelles conditions le procureur spécial de la CREET a reçu la procédure du déferment de M. Steve Amoussou. Donc, j'ai l'obligation de réserve par rapport à ça parce que je n'ai pas les éléments d'analyse qui m'auront permis de faire cela, de comprendre davantage, puisque vous savez que je me surveille comme le lait sur le feu. Il ne faut pas qu'on dise que je suis en train de devenir un chose là, c'est qu'on me traite de tous les mots que vous connaissez. Je n'ai pas pu avoir les renseignements qui me permettent d'aller plus loin que ça dans l'analyse. Donc, les jours à venir vont nous éclairer clairement, vont nous éclairer entièrement, sur ce qui s'est passé après l'étape de l'arrestation de M. Steve Amoussou. Donc, pour conclure sur cette question, vous convenez avec moi qu'avec la dernière décision de justice, nous nous sommes rendus compte que ceux qui sont allés arrêter M. Rumbi n'ont pas qualité de fonctionnaire de police, ni d'agent de la force publique. Ils n'ont pas reçu réquisition. Ils n'ont été accompagnés ni de l'officier de liaison de la brigade économique et financière, ni de l'officier de liaison Interpol. Et donc, ceux qui ont opéré cette arrestation n'ayant pas qualité, le procureur togolais a bien fait de qualifier l'acte d'enlèvement et de séquestration. Et je pense que les jours à venir réservent certainement de grandes surprises dans le dossier. Parce que, est-ce que la justice togolaise ira jusqu'à diffuser des mandats d'arrêt contre nos policiers qui ont reçu ce type de personnes enlevées et même faire des actions contre notre justice? Sur le plan maintenant du droit administratif, M. Steve Amoussou aujourd'hui est fondé à se retourner contre l'État béninois devant un juge administratif pour engager sa responsabilité pour mauvais fonctionnement des services de justice. Et plus tard, M. Steve Amoussou sera fondé à attraire les juges qui auront pris une décision contre lui pour voie de fait. Et la voie de fait administrative est un crime imprescriptible parce que, rejoignant l'inexistence juridique, ça ne disparaît pas, l'infraction ne disparaît pas. Et c'est parce que, jusqu'à ce jour, au Bénin, nous n'avons pas commencé par nous structurer pour faire face aux juges, aux politiques, pour défendre nos droits, que tout ça arrive. Et c'est ça que je dis. Les colonisés savent désormais que leurs maîtres mentent. Donc, que leurs maîtres sont faibles. C'est Aimé Césaire qui l'a dit. Ce n'est pas moi. Et donc,
c'est ceux qui sont faibles qui recourent souvent à la violence, à la brutalité, à des arguties. Moi, je pense que si les gens restent dans la logique de l'argutie, ça les rattrapera tôt ou tard. On dira que Rondéon est un oiseau de mauvais augure. Non, 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 je fais une analyse purement technique. Et les questions de l'unité en droit, ceux qui sont plus fins, sur cette question-là, c'est les baïs-là, parce que pour la plupart du temps, ils viennent de la souche de droit privé. Et j'attends de voir comment ils vont animer le débat sur la question Rovie. J'attends d'apprendre toujours. Parce que tant que nous ne sommes pas d'accord, nous allons toujours apprendre. J'ai envie de vous demander, bon, parce que je suis un néophyte dans le domaine, quelles sont les corporations au niveau de la police qui sont habilitées à aller faire des interpellations, des arrestations? On a parlé par exemple de la brigade économique et financière, on a parlé de l'officier de police judiciaire. Je sais qu'il y a dans chaque pays, et au Bénin également, le service de renseignement. Quelles sont les relations que le service de renseignement doit avoir avec la police? Est-ce que lorsque le service de renseignement, par exemple, fait des enquêtes, est-ce qu'ils ont des agents qui peuvent aller faire des interpellations sans passer par l'OPJ ou bien la brigade économique et financière, M. Rondéon? Les renseignements, la fonction des renseignements dans un État, c'est d'abord une fonction camérale. Qui dit caméra parle des yeux. Il y a, à la police, on enseigne les sciences camérales. La science du regarder. Je vais parler terre à terre. Et je vais renvoyer au livre de Madame Leyer et sur base politique, haute police, et à ses écrits sur les sciences camérales. Et aussi, elle a fait de bons articles qu'on peut trouver sur Internet, qui est l'étymologie de la police. La police du renseignement, ce n'est rien d'autre que la main du pouvoir pour regarder ce qui se passe dans la société. Et un spécialiste de la sociologie de la police et de la gendarmerie qu'on appelle Jean-Louis Loubet-Delbé a enseigné que la police joue un rôle de piston entre le pouvoir politique et la population. La police va observer ce que fait la population et renseigner le pouvoir politique pour l'orienter dans ses prises de décision. Ça, c'est dans un régime démocratique. Maurice Cuisson, dans un ouvrage qu'il a publié, a démontré que dans les régimes non démocratiques, ce type de police devient ce qu'on appelle la police politique. Et cette police politique est maintenant à l'avant-garde de la sécurité de l'homme au pouvoir. Et c'est de là que partent les dérives. Donc, qu'est-ce que la sécurité? Le Maurice Cuisson a été clair sur la question. Parce que la sécurité, telle qu'elle doit fonctionner, n'est pas, dans un régime démocratique, n'est pas du genre à être aussi inquisitorial, à rechercher des délits d'opinion et consorts. Il y a la police, au niveau des renseignements, dans les grands pays, les gens se sont déjà ils sont tellement structurés que vous avez les économistes, ceux qui sont là pour le renseignement économique, ceux qui sont là pour le renseignement de sécurité intérieure et qui collaborent avec les services de renseignement militaire. Donc, lorsqu'on arrive à des aspects de militarisation de la police, Albert Funk va nous dire simplement qu'une police militarisée est une notion ambiguë. Mais ce plateau ne me permettrait pas de vous expliquer tous ces aspects-là parce que nous allons partir du coq à l'âne, nous allons parler maintien de l'ordre, nous allons parler de tel auteur comme Mathieu Rigouste, nous allons parler de tel autre auteur comme Hélène. On aura des opportunités, ce n'est qu'un premier. Donc, c'est ce que je peux vous dire globalement pour que celui qui n'est pas spécialiste comme moi puisse me comprendre. Et c'est la difficulté que j'éprouve depuis que j'ai pris la parole avec vous. C'est ça. En tout cas, M. Rondéon, moi, c'est un plaisir de vous avoir eu aujourd'hui. Hein. J'ai beaucoup appris et je suis sûr que ce n'est qu'un premier et qu'il y aura d'autres. On va parcourir rapidement les petits commentaires. Volontiers, oui. Je vais essayer de vous lire ce commentaire. Je ne sais pas si ça peut s'afficher.
Oui. Il y a ce commentaire, Attendez, j'espère que vous pouvez lire également. Vital, comment explique-t-il que les ravisseurs soient condamnés et que Steve Amoussou retourne en prison? Si tant est-il que le gouvernement béninois n'avait pas intérêt dans le kidnapping du Quidam, n'est-il légitime que les avocats de Steve Amoussou réclament illico presto sa libération immédiate, surtout maintenant que l'arrestation est avérée contraire à la loi? Ça, c'est une question qui a été posée par un internaute sur Facebook. Je vais parcourir d'autres questions rapidement. Bon, la plupart des réactions ici, c'est pour apprécier la qualité de votre exposé, de vos développements. Il y a par exemple cette question: pourquoi sont-ils venus le remettre au gouvernement béninois? Une autre question. Ici, je vais regarder. Beaucoup d'interventions sont surtout pour apprécier la qualité de ce que vous avez fait. Il y a ce monsieur qui demande quelle relation entretient-il avec Nazer Ounokbe? Est-il désormais politique? Si oui, de quel parti politique? Voilà une question qui a été posée sur Facebook. Et comme je vous l'ai dit, beaucoup attendaient que vous réagissiez sur le dossier donc, de Steve Amoussou, ce que vous avez fait. La plupart des autres, par exemple celui-ci qui dit que vous lisez beaucoup. Et bravo, monsieur Louis-Philippe Boundéignon. Ce monsieur est très bon. Donc, c'est beaucoup d'appréciation positive sur ce que vous avez développé aujourd'hui pendant pratiquement déjà 1h45 minutes. Maintenant, je vais vous laisser répondre très, très rapidement à ces questions qui ont été posées. Et surtout celle de Victor Benou, qui dit: comment expliquez-vous que les ravisseurs soient condamnés et que Steve Amoussou retourne en prison? Oui, je vous ai dit que je n'étais pas dans l'économie de la procédure au niveau du juge et que les jours à venir vont nous éclairer. Et je pense que c'est peut-être parce qu'ils avaient déjà fixé une date d'audience. Et n'oubliez pas que nous sommes actuellement en période de vacances judiciaires et que les juges doivent revenir d'abord de leur congé avant de se prononcer. On verra la qualité. Je vous le disais tout à l'heure. Si quelqu'un est juge aujourd'hui et choisit d'écrire son histoire en lettres d'or, comme l'ont fait le professeur Olo et Maître Robert Dossou, et Madame Pouillon, Madame Ouessoué Consort, c'est son choix. Mais si quelqu'un choisit d'être un spécialiste des arguties juridiques, un vendeur de la poudre de perlimpinpin juridique, alors ça n'engage que lui. Ce qui est sûr, quand vous regardez par exemple toutes les thèses d'histoire qui sont présentées aujourd'hui sur la question coloniale, surtout sur la guerre d'indépendance d'Algérie, avec l'ouverture des archives d'outre-mer à Nantes, vous comprendrez que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Et les responsabilités, même si elles ne vous rattrapent pas physiquement, elles ne vous rattrapent pas dans votre patrimoine, elles rattrapent votre mémoire. Et aujourd'hui, les gens citent la justice expéditive coloniale en Algérie. Il y a une thèse très intéressante de Staïd Gendris sur le droit de tuer en colonie. Et sur l'autre pays, il y a Brigitte Brunet-Larouche qui a fait une thèse sur la répression pénale au Dahomey. Je ne me rappelle pas exactement le titre, mais c'est dans tout ce que nous faisons, nous rattrape notre futur. C'est ça. Donc, il faut être vraiment futuriste. Et c'est pourquoi je m'en voudrais de ne pas rappeler un petit enseignement que j'ai souvent répété et j'ai gardé de Joseph Murphy, qui est un grand métaphysicien américain, et qui dit que tout bouge constamment dans le cosmos. Et que nous pouvons nous réveiller un matin et entendre qu'il y a dans tel pays ou dans tel autre un nouveau président ou un nouveau roi qui a pris le pouvoir. Et que l'homme que nous sommes,
nous ne pouvons rien faire contre ces changements-là parce que ça vient du cosmos. Mais que ce qui va nous permettre de nous affirmer, c'est nos réactions par rapport à ces changements-là pour engager notre responsabilité dans le futur et positivement ou négativement selon la position que nous prendrons. C'est vous dire que aujourd'hui, je vous dis, les juges béninois n'ont pas la tâche facile. Hein. Dans le système de l'e-centrisme, oui, je sais que je connais les Béninois, ils vont fouiller. Et beaucoup vont me revenir pour dire, ah, effectivement, la loi en système de l'e-centrisme, elle peut être faillible, elle peut être injuste, elle peut être arbitraire. Et donc, je pense que nous allons ouvrir des fonds de débat pour que les Béninois et nos compatriotes qui sont à l'étranger aussi prendre la mesure de ce qui se passe dans notre pays. Monsieur Goundé, est-ce qu'il y a de l'espoir? Si les gens estimaient que... Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. L'espoir est permis, l'espoir est divin. Et si vous étudiez la Kabbale hébraïque, par exemple, il y a des anges qui incarnent de nouveaux espoirs et de nouvelles espérances, qui vous a dit que comment Moïse a pu libérer les Israélites du joug du Pharaon. Pharaon était le plus puissant homme du monde. Mais dans Genèse, vous allez lire l'œuvre de Moïse. Et donc, l'espoir est divin. Il y a espoir. Moi, je sais que les lignes bougent dans le cosmos. Et rien qu'avec votre émission, vous ne savez même pas que vous avez fait bouger les lignes ce soir avec l'émission que vous m'avez accordée. Même si j'ai eu des difficultés à m'exprimer, parce que je suis obligé d'être face à un public, je me suis guindé un peu pour casser mon élan d'expression, tout ça. Donc, on vous a suivi avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'attention, M. Goundé, au cours de cette émission, en témoignant les commentaires. Je pense que j'ai comblé leurs attentes. Hein, je les remercie. Oui, absolument. De toutes les façons, ce n'est qu'une première émission, comme je le disais tantôt. Nous aurons l'occasion peut-être de programmer d'autres émissions pour lesquelles vous allez certainement accepter de vous mettre encore à notre disposition. Mais avant de vous laisser partir, M. Goundé, avant de vous laisser partir, lorsqu'on a dirigé la police nationale et que du jour au lendemain, comme aujourd'hui, on se retrouve à la retraite, comment ça se passe la retraite, M. Goundé? Bon, je ne vais pas citer, je ne vais pas donner mon cas exactement. Vous savez, avant d'être... c'est difficile pour moi de parler de moi-même sur certains détails. Parce que je ne veux pas être orgueilleux. Avant d'être policier, moi, j'étais agronome de formation. Ok. Et j'ai fait la spécialité production agro-maraîchère. D'accord. Ne vous étonnez pas d'un de ces jours que je vous parle depuis ma ferme. Que je vous parle depuis... Moi, je suis spécialiste des tomates, des légumes, des piments et consorts. Et je vous dis qu'il y a beaucoup d'argent dedans. C'est impressionnant. Donc, sur le plan financier, je l'avais déjà dit, les gens pensaient me trier, me ridiculiser. Parce que j'ai entendu des gens dire, il a été dit dans les milieux, mais la blé Philippe Goundé. Mais c'est pas ce que moi, je n'ai pas du tout craint. Je ne crains pas du tout l'adversité parce que je pratique en permanence la présence de Dieu. La retraite, pour moi, se passe très bien. Elle se passe très bien, là, très bien commencé. Et ce que quelqu'un m'a demandé si je suis rentré en politique ou pas. Mon rôle n'est pas de me dire politique ou non, tout, parce que nous sommes citoyens. Et dans le mot citoyen police, donc, tout homme est politique. Mais l'activité que je mène n'a pas encore trait à un parti politique, mais j'appartiens à de grands cercles de réflexion. Et je pense que je suis beaucoup écouté et j'écoute beaucoup les uns et j'ai de la facilité extraordinairement à aller vers les uns et les autres. Facilité que je n'avais pas pendant que j'étais en fonction, surtout quand j'avais géré un certain nombre d'affaires et les gens me prenaient pour comment dire, un comédien. Mais l'histoire, oui. L'histoire est en train de démontrer que moi, j'ai été toujours du côté de la vérité. Et quand je vous dis, j'ai vu ici, c'est ce que j'ai vu que je dis. Dans toutes mes procédures, je sais que mes procédures ont été étudiées pour qu'on puisse m'attaquer sur mes procédures.
C'est parce qu'on n'a pas pu m'attaquer sur mes procédures qu'on m'attaque à travers ma personne. 8 ans à la maison, retraite d'office, rétrogradation, et suspension au secrétariat permanent. Tout ça, ça ne m'a fait ni chaud ni froid parce que j'ai grandi plus que ça. C'est ça. Voilà. Vous avez constaté que tout au long de l'émission, je ne vous ai appelé que par votre patronyme, M. Houndeyon. Oui. Est-ce que, par exemple, je peux me permettre encore de vous appeler Général Houndeyon? Vous êtes libre de m'appeler comme vous voulez. Hein. L'essentiel est que le message entre nous. Parfait. Je ne suis pas gêné qu'on m'appelle. Même si vous m'appelez Louis-Philippe ou bien Monsieur Cessi, j'apprécie beaucoup qu'on m'appelle Cessi parce que c'est le vrai prénom que j'ai, c'est le prénom indigène que j'ai, ça. Et j'adore, je ne mets jamais mon nom. J'admire votre esprit. J'admire votre humilité, j'admire beaucoup votre esprit et j'admire surtout votre connaissance livresque, votre connaissance scientifique de ce que vous faites, du métier que vous avez exercé pendant plusieurs années donc au service de notre pays, le Bénin. Monsieur Louis-Philippe Houndeyon, c'est un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. C'est sûr qu'il y a des choses que nous n'avons pas abordées et je suis à votre disposition. Je promets à tous nos internautes, que ce n'est qu'une première émission. N'hésitez pas, même si vous trouvez des ouvrages qui peuvent m'intéresser sur les questions que nous avons évoquées, même dans le sens de la contradiction, n'hésitez pas à me les conseiller. Je suis toujours ouvert. Je pense que des étudiants de l'Université nationale du Bénin vont certainement recourir à vous pour des thèses, des mémoires, parce que apparemment, vous-même seul, déjà, vous êtes plus qu'une bibliothèque. C'est sûr qu'il viendra je suis flatté. Non, vous savez, c'est mon père tout petit. Quand j'étais tout petit, mon père, il est professeur de français des lycées et collèges. Donc, tout petit, il m'a toujours répété une phrase. Il dit, la lecture est la clé de tout savoir. Et quiconque lit beaucoup se laissera tromper difficilement. Et quand arrivé à l'université, j'ai voulu m'inscrire seulement à la faculté des lettres, et en lettres modernes là. Mon père s'y est opposé ouvertement, il dit non. Toi, tel que tu es, toujours tatillon, rigoureux, ta place, c'est en droit. C'est ça. Donc, c'est ça qui m'a forgé. C'est pourquoi je conseille beaucoup de lecture aux jeunes. Beaucoup. Celui qui lit beaucoup ne se laissera jamais tromper. Monsieur Houndeyon, merci beaucoup. Oui. Merci pour le temps que vous avez consacré pour cette émission. Infiniment merci. C'est votre droit. On vous donne rendez-vous et on donne rendez-vous à nos amis internautes qui nous ont suivis très prochainement donc sur la même plateforme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Bénin et que Dieu bénisse chacun de vous. Agréable fin de week-end et bon début de semaine à chacun et à tous. Amen. Merci. Namana,